J'étais en train de préparer le déjeuner dans ma propre cuisine quand mon fils Julien est entré comme une tornade, jetant des papiers sur la table et criant des mots qui ont résonné dans toute la maison. « Papa, tu dégages d'ici samedi. Je vais vendre ta maison pour payer le voyage de ma belle-mère en Italie. » Je suis resté figé, tenant ma cuillère en bois, incapable de croire ce que j'entendais. Après 40 ans dans cette maison, après avoir travaillé 3 emplois pour l'élever seul, mon propre fils me chassait comme si j'étais un animal indésirable. Julien a continué à parler comme s'il donnait des ordres à un domestique quelconque. Madame Dupont a toujours rêvé de visiter Rome, et tu sais à quel point elle est importante pour notre famille. C'est juste une vieille maison, papa. Tu peux louer un studio. Mon gendre Marc est apparu à la porte, a croisé les bras et a ajouté avec ce sourire faux que je connaissais si bien « Monsieur Henri, vous comprenez, n'est-ce pas? La famille, c'est la priorité, et ma mère mérite ce cadeau après tant de luttes dans sa vie. » L'ironie de ces mots m'a coupé comme une lame glacée. La famille, c'est la priorité. Et moi qui avais consacré chaque jour de ma vie à élever son mari, je n'étais pas de la famille. J'ai regardé les papiers éparpillés sur la table et j'ai vu qu'il s'agissait de documents qu'ils avaient préparés pour tenter de transférer la propriété de ma maison. La maison où j'avais vécu pendant 40 ans, où j'avais élevé mon fils seul après que Marie, sa mère, nous ait abandonnés quand il n'avait que 5 ans. Chaque brique de cette maison avait été payée avec ma sueur, travaillant comme agent d'entretien tôt le matin, livreur l'après-midi et nettoyant des bureaux pendant la nuit. Tout pour donner une vie digne à Julien, pour qu'il ne manque jamais de rien. Mais Julien, comment peux-tu faire ça? C'est ma maison, c'est tout ce que j'ai, ai-je dit d'une voix tremblante, essayant de trouver un vestige du garçon affectueux que j'avais élevé. Il a levé les yeux au ciel et a répondu avec un mépris qui m'a glacé le sang. « Ah, papa, arrête ton cinéma. Tu n'as pas besoin d'une si grande maison. C'est même mieux. Tu auras moins de ménage à faire. » Marc a ri de ce rire cruel et a ajouté « Et monsieur Henri, vous pourriez aider à garder Lucas et Emma pendant qu'on habite ici? Ce sera bien d'avoir le grand-père à proximité. » À proximité pour travailler gratuitement, voulait-il dire. À proximité pour continuer à être utile, même après avoir été humilié et expulsé. À ce moment-là, en regardant leur visage, j'ai compris qu'ils avaient tout planifié. Ce n'était pas une conversation, ce n'était pas une demande, c'était une imposition froide et calculée. Ils voulaient ma maison, mon argent, et ils voulaient encore que je sois reconnaissant d'avoir un petit studio où vivre, comme s'ils étaient des seigneurs féodaux m'accordant une faveur. On a déjà parlé avec Madame Dupont, a continué Julien, ajustant ses cheveux avec ce geste vaniteux que je connaissais depuis l'enfance. Elle a dit qu'elle a toujours voulu vivre dans une maison avec jardin, et tu sais comme elle est exigeante avec le confort. Exigeante. La belle-mère était exigeante, mais moi, le père qui avait travaillé jusqu'à en avoir mal aux os, je devais me contenter de miettes. Et il y a autre chose. Marc a tiré une chaise et s'est assis à table comme s'il était le propriétaire de la maison. On a besoin d'intimité. Lucas est adolescent. Emma grandit. Ils ont besoin d'espace. Et avoir le grand-père ici tout le temps nuit à leur développement. Nuire à leur développement. Moi qui avais toujours aidé avec les devoirs, qui racontais des histoires, qui enseignais des valeurs qu'ils n'avaient clairement pas apprises. L'ironie était si amère que j'ai failli rire, failli. J'ai respiré profondément. J'ai regardé ces deux visages qui me fixaient avec expectative, attendant ma reddition totale, et j'ai dit doucement « D'accord, vous savez ce qui est le mieux. » Je n'ai rien dit de plus. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié, j'ai simplement accepté, parce que parfois on doit laisser les gens penser qu'ils ont gagné pour pouvoir agir avec clarté ensuite. Julien a applaudi comme s'il avait gagné un prix. « Ah, super que tu aies compris, papa. J'ai déjà trouvé un acheteur intéressé. Je vais conclure l'affaire d'ici vendredi. » Marc a complété, tambourinant ses doigts sur la table. « Et samedi matin, on veut que tu sois parti.
Ma mère arrive dimanche pour découvrir sa nouvelle maison. Quand ils sont sortis de la cuisine en riant et en célébrant, je suis resté là, debout, regardant les documents qu'ils avaient préparés. J'ai pris les papiers avec des mains tremblantes et j'ai lu chaque ligne. Ils avaient fait des recherches, ils avaient consulté des gens, ils s'étaient préparés à me voler, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces papiers ne valaient rien sans mon accord, et très bientôt, ils découvriraient que s'en prendre à moi était la plus grande erreur de leur vie. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé le jardin, où j'avais planté des roses, du jasmin, un petit potager avec des herbes aromatiques. Chaque plante là-bas avait été soignée par moi, tout comme chaque coin de cette maison avait été nettoyé, peint, réparé de mes propres mains au fil des ans. Je me suis souvenu de quand Julien était petit et jouait sous le cerisier que j'avais planté au fond du jardin. Il montait dans les branches, faisait semblant d'être un chevalier dans son château, et je l'observais de la fenêtre, heureux de voir mon fils sourire. Où était cet enfant qui m'embrassait quand je rentrais du travail? Où était le garçon qui disait « Quand je serai grand, je prendrai soin de papa ». Peut-être n'a-t-il jamais vraiment existé. Peut-être ai-je créé une fantaisie dans ma tête, un fils affectueux et reconnaissant qui n'a existé que dans mon imagination de père amoureux. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. C'était Marc parlant fort avec quelqu'un. Oui, on a réussi à convaincre le vieux. Il partira d'ici samedi. Non, ça n'a posé aucun problème. Un homme sans éducation, c'est comme ça. Il ne connaît même pas ses propres droits. Le vieux. Il m'a appelé le vieux, un homme sans éducation. Les mots ont fait plus mal que je ne l'imaginais. Moi qui avais travaillé dans 3 emplois pour payer une école privée à Julien. Moi qui avais renoncé à mes études pour qu'il puisse avoir de meilleures opportunités. Moi qui ne m'étais jamais remarié parce que ma priorité était de donner de la stabilité à mon fils. Et maintenant j'étais traité comme quelqu'un d'ignorant et jetable. Julien est entré à nouveau dans la cuisine, cette fois avec une liste en main. « Papa, tu dois ranger toutes tes affaires d'ici vendredi, et il y a autre chose. Madame Dupont va aussi habiter ici. Elle ne s'adapte pas bien dans une petite maison, donc elle prendra ta chambre. Et moi, Julien, où vais-je dormir ?» N'ai-je demandé, essayant encore de trouver un fil d'humanité chez mon fils. Il a haussé les épaules avec une indifférence qui m'a brisé le cœur. « Ah, tu peux utiliser le canapé du salon ou t'arranger un coin dans la buanderie. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de beaucoup d'espace. » Marc est apparu, portant des cartons vides, et a dit « Monsieur Henry, vous pouvez mettre vos affaires là-dedans. Juste l'essentiel, hein? Le reste, on le donne ou on le jette. » L'essentiel, 40 ans de vie réduits à ce qu'il considérait comme essentiel. Lucas a descendu les escaliers à ce moment-là, mon petit-fils de 16 ans, et a dit avec un mépris qui m'a glacé le sang, « Papy, tu ne vas pas nous causer de problème, hein? Mes amis vont venir ici et je ne veux pas avoir à expliquer pourquoi tu dors dans le salon. » Ces mots ont été comme des gifles au visage. Le petit-fils que j'avais aidé à élever, que j'avais emmené chez le médecin quand il était malade, pour qui j'achetais des cadeaux d'anniversaire, même quand l'argent était rare. Emma, ma petite fille de 14 ans, est restée silencieuse dans le coin de la cuisine, les yeux baissés, clairement mal à l'aise avec la situation. De tous, seule, elle semblait avoir un reste de conscience, un certain malaise face à la cruauté qu'elle assistait. J'ai pris les cartons sans rien dire, mais intérieurement, j'observais chaque détail, chaque mot cruel, gardant tout en mémoire. Parce qu'une chose que j'ai apprise dans la vie, observe toujours bien les gens quand ils montrent qui ils sont vraiment. Et à ce moment-là, ma famille se montrait complètement. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et de laisser un like. Julien a continué avec ses instructions, comme s'il était un patron donnant des ordres. « Ah, et papa, tu vas devoir annuler ces virements automatiques que tu fais pour aider avec les factures. À partir de maintenant, on va tout gérer nous-mêmes. » Bien sûr qu'il voulait gérer. Il voulait ma maison, mais pas mon aide financière. Quelle commodité. « Et vous devrez aussi laisser les clés du garage, » a ajouté Marc.
Je vais en avoir besoin pour garer ma voiture. La voiture qu'il avait achetée avec l'argent que je leur avais prêté l'année dernière et qui n'avait jamais été remboursée. L'après-midi, alors qu'ils étaient tous occupés à célébrer leur plan de nouvelle vie, je suis sorti de la maison et je me suis rendu au notariat de la ville. J'ai marché dans les rues du quartier où j'avais vécu pendant des décennies. J'ai salué des voisins qui me connaissaient depuis que j'étais jeune, et j'ai ressenti un serrement au cœur en pensant que c'était peut-être la dernière fois que je passais par là en tant que résident. Au notariat, j'ai trouvé Monsieur Benoît, le clerc, qui connaissait ma famille depuis des décennies. Il m'a regardé avec inquiétude. « Monsieur Henri, vous allez bien ? J'ai entendu des rumeurs étranges sur votre maison. » J'ai souri et j'ai dit « Monsieur Benoît, j'ai besoin d'un certificat actualisé de l'acte de propriété de ma maison. C'est urgent. » Quand il a apporté le document, j'ai pointé une ligne spécifique. « Vous voyez un problème ici ?» Monsieur Benoît a mis ses lunettes, a lu attentivement et a dit « Mon Dieu, monsieur Henri, cette propriété est enregistrée entièrement à votre nom, avec une clause d'inaliénabilité. Cela signifie que la maison ne peut être vendue ou transférée sans votre autorisation expresse et votre présence personnelle. » J'ai acquiescé. Exactement. Et mon fils n'a jamais su de cette protection légale parce qu'il ne s'est jamais intéressé à savoir comment les choses fonctionnaient vraiment. Mais monsieur Henri, a continué monsieur Benoît, cette protection a été mise en place quand vous avez acheté la maison. Oui, j'étais père célibataire à l'époque et mon avocat a suggéré cette protection pour garantir que je ne me retrouve jamais sans toi. C'était la décision la plus sage que j'ai prise de ma vie. Je suis rentré chez moi, avec le certificat dans mon sac, sentant pour la première fois en jour un peu de paix dans mon cœur. Ils voulaient m'expulser, voulaient me traiter comme des déchets, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à un homme qui avait appris à se protéger il y a des décennies. Quand je suis arrivé, la maison était en effervescence. Madame Dupont, la belle-mère de Julien, était arrivée plus tôt pour jeter un coup d'œil à sa future maison. C'était une femme de 70 ans, tout apprêtée, avec cet air de quelqu'un qui se croit supérieur à tout le monde. « Alors, c'est la petite maison, a-t-elle dit, marchant dans le salon comme si elle était une reine inspectant ses domaines. C'est plus petit que je ne l'imaginais, mais ça ira. Je vais devoir rénover la cuisine. Bien sûr, et ce jardin est trop en désordre. Jardin en désordre. Le jardin où j'avais planté chaque fleur avec affection, où j'avais créé un petit coin de paix après des journées épuisantes de travail. « Monsieur Henri, s'est-elle adressée à moi sur ce ton condescendant, j'espère que vous ne vous opposerez pas au changement. Une maison a besoin de la main d'une vraie maîtresse de maison, n'est-ce pas? Vraie maîtresse de maison. Comme si je n'avais pas été le maître de cette maison pendant 40 ans, comme si je n'avais pas pris soin de chaque détail, de chaque problème, de chaque rénovation nécessaire. » Julien s'est approché de sa belle-mère avec ce sourire flatteur. « Madame Dupont, soyez tranquille, mon père a déjà compris la situation et va déménager d'ici samedi. »« Parfait, » a répondu Madame Dupont. « Parce que dimanche, je veux faire un déjeuner pour présenter la nouvelle maison à toute la famille. J'ai déjà prévenu mes autres enfants. Un déjeuner dans ma maison pour célébrer mon expulsion. » L'humiliation était complète. Cette nuit-là, allongé dans mon lit qui serait bientôt occupé par quelqu'un d'autre, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé à la vie que j'avais construite là. J'ai pensé aux années de sacrifice, aux nuits blanches quand Julien avait de la fièvre, au week-end que je passais à faire du ménage pour avoir de l'argent supplémentaire. J'ai pensé à toutes les fois où je me suis dit non pour pouvoir dire oui à mon fils. Et j'ai aussi pensé à l'homme que j'étais maintenant, quelqu'un qui avait appris qu'aimer ne signifie pas accepter d'être maltraité, quelqu'un qui a découvert que parfois la plus grande leçon que nous pouvons donner à ceux que nous aimons est de montrer que nos vies ont aussi de la valeur. J'ai pris le téléphone et j'ai passé un appel qui allait tout changer. « François, c'est Henri. J'ai besoin de ton aide. » Vous vous demandez ce qui va se passer ?
Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment Henri va reprendre le contrôle de sa vie. François, c'est Henri. J'ai besoin de ton aide. Ai-je chuchoté au téléphone, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Il était presque minuit, mais je savais que mon frère ne m'en voudrait pas d'être réveillé si c'était important. Henri, quelle frayeur, mon frère. Il s'est passé quelque chose. La voix inquiète de François, de l'autre côté de la ligne, m'a apporté un soulagement que je ne ressentais pas depuis des jours. Je peux venir habiter chez toi un moment. Je t'expliquerai tout quand j'arriverai, ai-je dit, regardant par l'entrebâillement de la porte de ma chambre pour m'assurer que personne n'écoutait. Bien sûr que tu peux. Cette maison a toujours été la tienne aussi. Mais raconte-moi vite ce qui se passe. Je m'inquiète. J'ai expliqué rapidement la situation, essayant de garder la voix basse. À chaque mot que je disais, je sentais mon cœur se briser un peu plus. François est resté silencieux un moment, puis a explosé d'indignation. Ce garçon a complètement perdu la honte. Comment peut-il faire ça à son propre père? Viens tout de suite ici, mon frère. Ici, tu auras le respect que tu mérites. Après avoir raccroché, je suis resté éveillé le reste de la nuit, regardant le plafond et me souvenant de tout ce que j'avais traversé pour obtenir cette maison. Mon esprit est retourné en 1985, quand Julien n'avait que 5 ans et que Marie avait décidé qu'elle ne voulait plus être mère de famille. Je me souviens comme si c'était hier du jour où elle a fait ses valises. Julien jouait avec ses petites voitures sur le sol du salon quand elle est passée devant lui, sans même lui dire au revoir. Il a levé ses petits yeux et a demandé « Maman, où tu vas ?» Elle ne s'est même pas arrêtée pour répondre. Elle est simplement sortie par la porte et n'est jamais revenue. À cette époque, je ne travaillais qu'à mi-temps dans un magasin de bricolage du centre-ville. Le salaire suffisait à peine pour payer le loyer et la nourriture. Quand Marie est partie, j'ai réalisé que je devais me débrouiller seul. Le lendemain, je suis allé voir Monsieur Dubois, qui était propriétaire d'une maison bourgeoise dans le 16e arrondissement. Et je me suis proposé pour travailler comme homme à tout faire de 6 heures du matin à 14 heures. « Mais monsieur Henri, a-t-il dit, vous avez un jeune fils, comment allez-vous faire ?»« Je le laisse avec la voisine, Madame Rousseau, qui garde d'autres enfants. S'il vous plaît, monsieur Dubois, j'ai vraiment besoin de ce travail. » Il m'a donné une chance, et pendant 3 ans, j'ai travaillé dans cette maison, nettoyant, bricolant, réparant. À 14 heures, je courais chercher Julien et le ramenais à la maison. Le soir, après l'avoir aidé avec ses devoirs et l'avoir couché, j'allais à mon deuxième travail, le nettoyage de bureaux dans le quartier de la Défense. Je travaillais de 20 heures à 2 heures du matin, balayant, passant la serpillière, vidant les poubelles. Je rentrais chez moi épuisé, dormais 3 heures, et à 6 heures du matin, j'étais debout à nouveau pour tout recommencer. Pendant les week-ends, je faisais des petits boulots de livraison pour gagner de l'argent supplémentaire. Chaque centime que je réussissais à économiser allait dans un compte d'épargne que j'avais ouvert spécifiquement pour acheter une maison. Je voulais que Julien ait de la stabilité, un vrai foyer, pas une succession de logements loués comme j'avais eu dans mon enfance. Pendant 2 ans, j'ai vécu pratiquement uniquement de pâtes, de riz et d'œufs pour économiser chaque euro possible. En 1987, quand Julien avait 7 ans, j'ai finalement réussi à économiser assez d'argent pour donner un acompte sur une petite maison ici, dans le quartier de Belleville. Elle était petite, avait besoin de quelques réparations, mais elle était à nous. Je me souviens du jour où j'ai pris les clés chez le notaire. Julien était avec moi, tenant fermement ma main. « Papa, cette maison est vraiment à nous ?» a-t-il demandé avec ses petits yeux brillants de joie. « Elle est vraiment à nous, mon fils. Maintenant, nous avons notre petit coin dans le monde. » Il a couru à travers la maison vide, criant de joie, et je suis resté debout dans le salon, pleurant d'émotion. Après tant d'années de lutte, j'avais finalement réussi à donner un foyer à mon fils. Dans les années qui ont suivi, j'ai continué à travailler dans les 2 emplois pour payer les traites de la maison et pour que Julien puisse étudier dans une bonne école privée. Petit à petit, j'ai rénové et amélioré la maison.
J'ai peint les murs, changé le carrelage de la cuisine, planté le jardin. Chaque amélioration était un sacrifice, mais aussi une victoire. Quand Julien a eu 15 ans, il est venu me parler un dimanche après-midi. Nous étions dans la cuisine, je préparais le déjeuner et il faisait ses devoirs de maths sur la table. « Papa, pourquoi tu ne t'es jamais remarié ?» a-t-il demandé sans lever les yeux de son cahier. J'ai arrêté de remuer la sauce et je l'ai regardé. « Pourquoi tu veux savoir ça, mon fils ?»« Je sais pas. Mes amis de l'école ont des beaux-pères. Tu es encore jeune, tu pourrais trouver quelqu'un. » Je me suis assis à côté de lui à la table et j'ai pris ses mains. « Julien, après que ta mère soit partie, j'ai décidé que ma priorité serait de t'élever du mieux possible. N'importe quelle femme qui entrerait dans notre vie devrait comprendre ça. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'en valait la peine pour risquer de déstabiliser notre famille. » Il a souri et m'a embrassé sur la joue. « Merci, papa, tu es le meilleur père du monde. Où était ce garçon affectueux et reconnaissant qui m'avait donné ce baiser? Où était le fils qui me remerciait pour mes sacrifices? A-t-il vraiment existé ou ai-je créé une image romantique dans ma mémoire? » Le lendemain matin de cet appel à François, je me suis levé tôt, comme toujours, et je suis allé préparer le café. Julien est arrivé dans la cuisine encore en pyjama, avec une liste en main, et cette expression déterminée que je connaissais bien. « Papa, tu dois ranger toutes tes affaires d'ici vendredi. Et il y a une autre chose importante. Madame Dupont va aussi habiter ici. Elle ne s'adapte pas bien dans une petite maison, donc elle prendra ta chambre. » J'ai regardé mon fils, cet homme de 42 ans qui avait été un jour le petit garçon qui courait dans la maison vide en criant de joie, et j'ai demandé « Et moi, Julien, où vais-je dormir ?» Il a haussé les épaules avec une indifférence qui m'a coupé comme une lame. « Ah, tu peux utiliser le canapé du salon ou t'arranger un coin dans la buanderie. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de beaucoup d'espace. À ton âge, on dort n'importe où. » À mon âge, comme si j'étais un vieux meuble qu'on pouvait mettre dans n'importe quel coin, comme si toutes ces années de travail et de dévouement m'avaient transformé en quelque chose de jetable. Marc est apparu dans la cuisine, portant plus de cartons vides, avec ce sourire faux que je détestais déjà. « Monsieur Henry, vous pouvez mettre vos affaires dedans? Juste l'essentiel, hein? Le reste, on le donne ou on le jette. Pas la peine d'accumuler du bazar. » Du bazar. Toute ma vie réduite à du bazar. Les photos de la remise de diplôme de Julien, du bazar. Les souvenirs de mon mariage, du bazar. Les livres que je lisais pendant les rares heures libres que j'avais. Du bazar. Lucas a descendu les escaliers à ce moment-là, mon petit-fils de 16 ans, que j'avais aidé à élever quand Julien était retourné au travail, après le congé paternité. Le garçon que j'emmenais chez le médecin quand il avait de la fièvre, pour qui j'inventais des histoires au moment du coucher, à qui j'avais appris à faire du vélo dans le jardin de notre maison. « Papy, tu ne vas pas causer de problème, hein ?» a-t-il dit avec un ton de mépris qui m'a glacé le sang. « Mes amis vont venir ici ce week-end et je ne veux pas avoir à expliquer pourquoi tu dors dans le salon comme un clochard. » Un clochard? Mon propre petit-fils m'a appelé un clochard. Le petit-fils pour qui j'achetais des cadeaux d'anniversaire, même quand l'argent était rare, pour qui je faisais une tarte aux pommes tous les vendredis parce qu'il disait que c'était la meilleure du monde. Emma, ma petite fille de 14 ans, est restée silencieuse dans le coin de la cuisine, les yeux baissés, clairement mal à l'aise avec toute cette situation. De toute la famille, seule elle semblait avoir un reste de conscience, un certain malaise face à la cruauté qu'elle assistait. Elle me regardait de temps en temps avec une expression qui semblait demander pardon, mais elle n'avait pas le courage de dire quoi que ce soit contre ses parents. J'ai pris les cartons que Marc avait apportés et j'ai commencé à monter vers ma chambre. Chaque marche de l'escalier pesait comme si je portais le monde sur mon dos. Dans ma chambre, qui serait bientôt la chambre de la belle-mère de mon fils, j'ai commencé à trier mes affaires. J'ai pris les photos de la commode et je les ai regardées une par une. Julien bébé dans mes bras à l'hôpital. Julien faisant ses premiers pas dans le jardin de notre première maison louée.
Julien, le premier jour d'école, tout apprêté avec son nouvel uniforme. Julien obtenant son bac, m'embrassant et disant que tout cela n'était possible qu'à cause de moi. Ces photos aussi étaient du bazar. Ces souvenirs aussi devaient être jetés avec tout ce que j'avais construit pendant toute une vie. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet et j'ai pris mon vieux journal, où j'écrivais de temps en temps, dans les moments les plus difficiles. J'ai feuilleté quelques pages et j'ai trouvé une entrée d'il y a 15 ans, quand Julien s'est marié avec Marc. Aujourd'hui, c'était le mariage de Julien. Il était magnifique, on aurait dit un prince. Pendant la cérémonie, il m'a regardé et a chuchoté « Merci pour tout, papa. J'ai dépensé toutes mes économies pour lui offrir une belle fête, mais chaque euro en valait la peine. Voir mon fils heureux est la seule chose qui compte dans la vie. Marc semble être un bon garçon, travailleur, et qu'il l'aime vraiment. J'espère qu'ils seront très heureux. » Bon garçon comme je me suis trompé. L'homme qui planifiait maintenant de m'expulser de ma propre maison, qui parlait de moi comme si j'étais un fardeau, qui riait de ma situation comme si c'était une blague. J'ai continué à feuilleter le journal et j'ai trouvé une autre entrée d'il y a 10 ans. Lucas est né aujourd'hui. Tout petit mais parfait. Julien m'a demandé de rester quelques jours chez eux pour aider avec le bébé. C'est bon de me sentir utile et nécessaire. Lucas a les mêmes petits yeux que Julien quand il était bébé. Je vais être le meilleur grand-père du monde pour ce petit. Le meilleur grand-père du monde. Et maintenant, ce même enfant m'appelait clochard et avait honte de moi devant ses amis. J'ai fermé le journal et je l'ai mis dans un des cartons. Certains souvenirs font trop mal pour être remémorés, mais sont trop importants pour être jetés. Pendant le reste de la matinée, j'ai rangé mes affaires en silence. Vêtements, livres, quelques objets de valeur sentimentale. 40 ans de vie rentrant dans 3 cartons en carton. C'était désolant de réaliser combien on peut travailler dur pour construire une vie et voir tout être réduit à presque rien en quelques heures. À l'heure du déjeuner, toute la famille s'est réunie à table comme si c'était un jour normal. Julien a servi la nourriture comme si rien ne s'était passé. Marc a fait des blagues sur le travail. Lucas s'est plaint des professeurs de l'école. Je suis resté assis, mangeant en silence, observant ces gens qui avaient un jour été ma raison de vivre. « Ah, papa !» a dit Julien en coupant sa viande. « Tu vas devoir annuler ces virements automatiques que tu fais pour aider avec les factures. À partir de maintenant, on va tout gérer nous-mêmes. » Bien sûr qu'ils voulaient gérer eux-mêmes. Ils voulaient ma maison, mais pas mon aide financière. Quelle commodité! Et tu devras aussi laisser les clés du portail, a ajouté Marc. Maintenant que la maison va être à nous, on ne veut personne qui entre sans prévenir. Personne qui entre sans prévenir. Moi qui avais vécu là pendant 40 ans, je serais maintenant personne qui devrait prévenir avant d'entrer. N'oubliez pas de laisser un commentaire en nous disant d'où vous regardez cette histoire de Les Conseils de Papy. Après le déjeuner, alors qu'ils étaient tous occupés à célébrer leur plan de nouvelle vie, je suis sorti de la maison et j'ai marché jusqu'à chez Madame Lefebvre, ma voisine depuis des décennies. Elle arrosait les plantes dans le jardin quand elle m'a vu arriver. « Henri, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment discuté. » Nous nous sommes assis sur la véranda de sa maison et j'ai tout raconté de ce qui se passait. Madame Lefebvre a écouté en silence, secouant la tête avec indignation. « Mon Dieu, Henri, je ne peux pas croire ça, après tout ce que vous avez fait pour ce garçon. » Elle a pris ma main avec affection. « Je me souviens quand vous travailliez jour et nuit pour donner le meilleur à Julien. Combien de fois vous êtes arrivé ici mort de fatigue, mais toujours avec un sourire pour votre fils. Madame Lefebvre, parfois je me demande si ça valait la peine, tant de sacrifices. Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Est-ce que j'ai trop donné? Vous n'avez rien fait de mal, mon cher. Vous avez été un père exemplaire. Le problème, c'est que certaines personnes n'apprennent à apprécier que quand elles perdent ce qu'elles ont. » Ces mots ont résonné dans ma tête pendant tout le trajet du retour. Peut-être qu'il était temps d'enseigner quelques leçons sur la valeur.
Quand je suis rentré, la situation était encore pire. Madame Dupont était arrivée plus tôt pour jeter un coup d'œil à sa future maison. Elle marchait dans les pièces comme si elle était une reine, inspectant ses domaines. « Julien, mon chéri, disait-elle avec cette voix douce et fausse, il va falloir complètement rénover cette salle de bain. C'est trop démodé à mon goût. » Démodé. La salle de bain que j'avais rénovée avec tant d'affection il y a 2 ans, économisant pendant des mois pour changer le carrelage et acheter un nouveau lavabo. Et cette cuisine aussi a besoin d'une modernisation, a-t-elle continué. Il n'y a même pas de micro-ondes encastré. Comment vivez-vous comme ça? On vit en travaillant honnêtement pour obtenir les choses, ai-je voulu répondre. Mais je suis resté silencieux, observant simplement cette femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, planifier comment dépenser l'argent de la vente de ma maison. « Monsieur Henry », s'est-elle adressée à moi sur ce ton condescendant, « j'espère que vous ne vous opposerez pas au changement. Une maison a besoin de la main d'une vraie maîtresse de maison, n'est-ce pas? » Vraie maîtresse de maison, comme si je n'avais pas été le maître de cette maison pendant 40 ans. Comme si je n'avais pas peint chaque mur, réparé chaque robinet, pris soin de chaque détail, avec amour et dévouement. Et autre chose, a-t-elle continué, j'espère que vous emporterez toutes vos plantes du jardin. Je vais vouloir planter d'autres choses plus modernes. Mes plantes, les rosiers que j'avais plantés quand Julien était adolescent. Le cerisier qui donnait de l'ombre aux enfants pour jouer. Le potager d'herbes aromatiques que je soignais avec tant d'affection. Tout cela aussi serait jeté comme du bazar. Cette nuit-là, assis sur le lit qui serait bientôt occupé par quelqu'un d'autre, j'ai repris mon journal et j'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai découvert que la famille pour laquelle j'ai consacré toute ma vie me voit comme un obstacle à éliminer. J'ai découvert que tous mes sacrifices, tout mon amour, tout mon travail ne signifient rien pour eux. Mais j'ai aussi découvert quelque chose sur moi-même. J'ai découvert que j'ai encore la force de me battre. Et demain, je vais commencer à leur montrer qu'ils ont complètement sous-estimé qui je suis vraiment. » J'ai fermé le journal, je l'ai mis sous l'oreiller, et pour la première fois en jour, j'ai dormi avec un sourire sur le visage. Parce que parfois, quand on perd tout, c'est là qu'on découvre de quoi on est vraiment capable. Je me suis réveillé mercredi matin avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant la nuit, j'avais pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais plus accepter d'être traité comme un fardeau dans ma propre maison. Je n'allais plus permettre qu'on piétine ma dignité. Il était temps de montrer à cette famille ingrate qui commandait vraiment ici. Pendant que la maison dormait encore, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir secret de la commode ancienne qui avait appartenu à ma mère. C'était un tiroir faux que j'avais fait faire il y a des années, après avoir lu dans un magazine des conseils sur la sécurité domestique. À l'intérieur se trouvaient des documents que Julien n'avait jamais imaginé qui existaient. En plus de l'acte de propriété avec la clause d'inaliénabilité, j'avais d'autres surprises que mon fils n'avait jamais connues. Un compte d'épargne à la banque postale avec 300 000 € économisés pendant des décennies. Une police d'assurance vie de 500 000 € que je n'avais jamais mentionnée à personne. Et la documentation d'un petit terrain que j'avais hérité de ma mère en Provence, près d'Aix-en-Provence. J'avais été un homme prévoyant toute ma vie, pensant toujours à l'avenir, me protégeant toujours pour ne dépendre de personne. Chaque euro supplémentaire que je réussissais à avoir, je le mettais de côté. Chaque augmentation de salaire, une partie allait directement dans l'épargne. J'avais appris très tôt qu'un homme seul doit avoir ses économies, parce qu'on ne sait jamais quand on en aura besoin. Je n'imaginais juste pas qu'un jour, je devrais me protéger de mon propre fils. J'ai pris tous les documents importants et je les ai mis dans une chemise. Ensuite, je me suis assis sur le lit et j'ai fait une liste mentale de tout ce que je devais faire. Premièrement, appeler François et confirmer mon arrivée chez lui. Deuxièmement, annuler tous les virements automatiques que je faisais pour aider avec les factures de la maison. Troisièmement, et le plus important, donner une leçon qu'il n'oublierait jamais.
À 7 heures du matin, quand j'ai entendu Julien descendre pour faire du café, je suis descendu aussi. Il était dans la cuisine, encore en survêtement, sur son téléphone, comme il le faisait toujours le matin. « Bonjour, papa. Tu ranges déjà tes affaires ?» a-t-il demandé, sans même lever les yeux de l'écran. « Bonjour, mon fils. En fait, je voulais discuter avec vous de quelque chose d'importante, » ai-je répondu en me servant un café. Marc est apparu dans la cuisine encore en pyjama et s'est servi du café aussi. « Discuter de quoi, monsieur Henry? Tout n'est-il pas déjà décidé ?»« Exactement. Tout est déjà décidé, » ai-je dit en prenant une gorgée de café et en observant leurs expressions. Julien m'a enfin regardé. « Comment ça, papa ?» Hier après-midi, je suis allé au notariat prendre un duplicata de certains documents. Ai-je commencé à parler lentement pour qu'ils comprennent bien. Et j'ai découvert des choses intéressantes sur cette maison. J'ai vu Marc et Julien échanger des regards. Une ombre d'inquiétude a traversé leur visage. « Quel genre de choses ?» a demandé Marc en posant sa tasse sur la table. « Par exemple, saviez-vous que cette maison a une clause d'inaliénabilité dans l'acte de propriété ?» Le silence qui s'est fait dans la cuisine était assourdissant. Julien a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?»« Cela signifie, mon fils, que cette maison ne peut pas être vendue sans mon autorisation expresse et ma présence personnelle au notariat. Cela signifie que tous ces papiers que vous avez préparés ne valent absolument rien. » La couleur a disparu du visage de Marc. Il s'est levé de sa chaise comme s'il avait reçu un choc électrique. « Ce n'est pas possible. On a fait des recherches, on a consulté des gens. »« Vous avez consulté, mais pas les bonnes personnes, » ai-je répondu calmement. « Monsieur Benoît du notariat m'a tout expliqué en détail hier. Cette protection a été mise en place quand j'ai acheté la maison, justement pour me protéger de situations comme celle-ci. » Julien est devenu pâle. « Mais papa, on a déjà promis à Madame Dupont. »« Vous avez promis quelque chose qui ne vous appartenait pas de promettre, » ai-je interrompu. « Et maintenant, vous allez devoir lui expliquer que vous vous êtes trompé. » À ce moment-là, Lucas est descendu pour prendre le petit déjeuner. Il a remarqué la tension dans l'air et a demandé « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Ton grand-père est difficile, » a répondu Marc avec de la colère dans la voix. « Je ne suis pas difficile, je suis propriétaire de ma propre maison, » ai-je corrigé. « Et puisqu'on en parle, il y a d'autres choses que vous devez savoir. » Je me suis assis à table et j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. « À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus les virements automatiques pour aider avec les factures de cette maison. »« Comment ça ?» a crié Julien. « Papa, les factures arrivent à échéance la semaine prochaine. Alors vous allez devoir vous débrouiller pour les payer. Après tout, vous avez dit que vous vouliez tout gérer vous-même. » Marc a frappé la table avec sa main. « Monsieur Henry, vous ne pouvez pas faire ça, nous avons des engagements. »« Je peux et je vais le faire. C'est ma maison, mon argent et mes décisions. » Emma est apparue à la porte de la cuisine, attirée par les cris. Elle m'a regardé avec ses yeux tristes et a demandé doucement « Papy, pourquoi tout le monde se dispute ?» Avant que je puisse répondre, Julien a explosé. « Parce que ton grand-père a décidé d'être égoïste et ne veut plus aider la famille. »« Ce n'est pas de l'égoïsme, Julien, c'est de l'amour-propre, » ai-je répondu en me levant de table. « Vous m'avez traité comme des déchets, vous m'avez humilié dans ma propre maison. Vous avez planifié de m'expulser comme si j'étais un animal, et vous vouliez encore que je sois reconnaissant. Papa, nous n'avons pas... » Julien a essayé de parler, mais je l'ai interrompu. « Vous n'avez pas quoi? Ne m'avez pas appelé du bazar. N'avez pas dit que je pouvais dormir dans la buanderie. N'avez pas ri de moi dans mon dos ?» Ma voix était ferme, sans colère, affirmant simplement les faits. Marc a essayé de changer de stratégie. « Monsieur Henry, discutons calmement. Peut-être qu'on peut arriver à un accord. L'accord a été fait hier, quand vous avez décidé de mon destin sans me consulter. Maintenant, vous allez découvrir ce que c'est que de prendre des décisions sans avoir le droit de décider. » Je suis sorti de la cuisine et je suis monté dans ma chambre, les laissant se disputer entre eux. J'ai entendu Julien pleurer, Marc jurer, Lucas se plaindre que sa vie était ruinée.
Mais pour la première fois en jours, j'étais en paix avec moi-même. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la banque. « Bonjour, je voudrais annuler tous les virements automatiques programmés de mon compte. »« Oui, monsieur. Puis-je connaître la raison de l'annulation ?»« Changement de stratégie financière, ai-je répondu en souriant à moi-même. Ensuite, j'ai appelé la compagnie d'électricité. Je voudrais transférer le compte d'électricité au nom de mon fils Julien Moreau. Monsieur, pour cela, nous avons besoin de sa présence dans nos bureaux avec les documents. Parfait, il va venir là-bas aujourd'hui même. J'ai fait le même appel pour la compagnie d'eau, pour le service de téléphone, pour l'Internet. Tous les comptes qui étaient à mon nom seraient transférés à Julien. S'ils voulaient être les propriétaires de la maison, ils pouvaient commencer par être responsables des factures. Ensuite, j'ai appelé François. « Mon frère, je peux arriver demain après-midi ?»« Bien sûr, j'ai déjà préparé la chambre pour toi. » Mais raconte-moi comment ils ont réagi quand ils ont découvert la protection de la maison, comme deux enfants gâtés qui ont découvert qu'ils ne peuvent pas prendre le jouet des autres, ai-je répondu en riant pour la première fois en jour. Pendant toute la matinée, j'ai entendu des discussions animées en bas. Julien a appelé Madame Dupont pour essayer d'expliquer la situation. Marc a appelé je ne sais combien de personnes pour essayer de trouver une faille juridique. Lucas a pleuré parce qu'il ne pourrait plus inviter ses amis dans la nouvelle maison. Vers 11 heures, Julien est monté dans ma chambre. Il avait les yeux rouges d'avoir pleuré. « Papa, s'il te plaît, discutons. Peut-être qu'on peut trouver une solution pour tout le monde. » « Quel genre de solution, Julien ? » ?»« Je ne sais pas. »« Tu continues à habiter ici, mais tu partages les espaces avec Madame Dupont. Ou on peut rénover le jardin et faire une petite maison pour toi. » Une petite maison dans le jardin, comme si j'étais un chien qui méritait une niche au fond du terrain. « Et qu'offres-tu en échange de cette solution ?» ai-je demandé. « Comment ça ?»« Julien, tu m'as offert de l'humiliation, du manque de respect et la perspective de vivre comme un domestique dans ma propre maison. Qu'offres-tu maintenant qui soit mieux ?» Il est resté silencieux un moment, clairement ne sachant pas quoi répondre. Puis il a essayé. « Papa, tu as toujours dit que la famille est la chose la plus importante au monde. » Exact. Et c'est exactement ça qui m'a appris que je n'ai pas de famille ici. « Ne dis pas ça, a-t-il explosé. Je suis ton fils. » Un fils, c'est quelqu'un qui agit comme un fils, Julien, pas juste quelqu'un qui a le titre. Il est sorti de la chambre en claquant la porte et j'ai continué à préparer ma valise. Pas grand-chose, juste l'essentiel. Des vêtements pour une semaine, des documents importants, quelques photos qui avaient une valeur sentimentale et mon vieux journal. Le reste pouvait rester, les choses matérielles se remplacent. La dignité perdue est beaucoup plus difficile à récupérer. Vous aimez cette histoire ? Abonnez-vous à Les Conseils de Papy et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'après-midi, pendant qu'ils étaient tous réunis dans le salon, essayant de trouver une solution au problème, je suis sorti silencieusement par la porte de derrière et j'ai marché jusqu'à chez Madame Lefebvre. « Comment vont les choses là-bas » a-t-elle demandé en m'offrant un café. « Ils ont découvert qu'ils ne sont pas aussi malins qu'ils le pensaient » ai-je répondu. Maintenant, ils sont désespérés, essayant de trouver un moyen de me convaincre de coopérer. Et vous allez coopérer ? J'ai déjà coopéré pendant 40 ans. Maintenant, c'est à eux de coopérer avec moi. Qu'allez-vous faire ? Je pars demain. Je vais habiter chez mon frère et les laisser se débrouiller seuls. Madame Lefebvre s'est inquiétée. Mais Henri, et votre maison ? Vous allez tout abandonner ? Je n'abandonne rien. La maison reste à moi, avec toutes les protections légales, mais ils vont découvrir comme c'est difficile de maintenir une maison sans l'aide de personne. Et les factures, comment vont-ils les payer ? C'est leur problème. J'ai transféré tous les comptes au nom de Julien ce matin. S'ils veulent être indépendants, qu'ils le soient vraiment. Quand je suis rentré à la maison en fin d'après-midi, j'ai trouvé la famille réunie dans le salon avec des têtes d'enterrement. Madame Dupont était là aussi, visiblement irritée. « Alors,
C'est vrai que vous m'avez trompé, a-t-elle demandé quand elle m'a vu entrer. Ce n'est pas moi qui vous ai trompé, Madame Dupont. Ils se sont trompés eux-mêmes, ai-je répondu poliment. La maison a toujours été à moi, et le reste. Mais j'ai déjà annulé mon voyage en Italie. J'ai déjà dit à toute la famille que j'allais habiter dans une nouvelle maison. Je suis désolé pour la confusion, mais ils ont fait des promesses en utilisant quelque chose qui ne leur appartenait pas. Marc s'est levé nerveux. Monsieur Henri, vous êtes en train de détruire notre famille. Je ne détruis rien. Je montre simplement ce que vous êtes vraiment quand vous ne pouvez pas utiliser mes ressources. Julien a essayé une dernière carte. Papa, si tu fais ça, tu ne verras plus jamais tes petits-enfants. J'ai regardé Emma, qui était assise dans le coin du canapé, la tête baissée, clairement embarrassée par toute la situation. Puis j'ai regardé Lucas, qui me fixait avec colère, comme si j'étais le méchant de l'histoire. « Julien, si vous utilisez mes petits-enfants comme monnaie d'échange, peut-être qu'il vaut mieux que je ne les voie pas. Je ne veux pas qu'ils apprennent que le chantage émotionnel est une façon acceptable de résoudre les problèmes. » Emma a levé la tête et m'a regardé avec ses yeux tristes. Je me suis approché d'elle et j'ai pris ses mains. « Emma, quand tu grandiras, tu comprendras que parfois on doit partir pour trouver la paix. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. » Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux, mais n'a rien dit. Cette nuit-là, j'ai fini de préparer ma valise. J'ai mis juste un changement de vêtements, mes documents personnels, quelques vieilles photos et une petite plante de violette que je cultivais sur le rebord de la fenêtre. C'était peu, mais c'était à moi. C'était honnête, c'était digne. Avant de dormir, j'ai écrit une dernière entrée dans mon journal. Demain, je commence une nouvelle vie. À 67 ans, j'apprends qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Je laisse une maison pleine de choses matérielles pour trouver un endroit plein de respect. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis en paix avec mes décisions. Jeudi matin, je me suis réveillé avant tout le monde. J'ai préparé un café silencieux. J'ai regardé une dernière fois chaque coin de cette cuisine où j'avais passé tant d'années de ma vie. J'ai pris ma petite valise et mon sac avec les documents. J'ai laissé un simple mot sur la table de la cuisine. Parti en voyage. Je reviens quand j'en aurai envie. Henri. Je n'ai rien expliqué. Je ne me suis pas dit au revoir. Je n'ai pas laissé de numéro de téléphone. Ils voulaient que je disparaisse de leur vie. Alors c'était exactement ce que j'allais faire. J'ai pris un taxi jusqu'à la gare et j'ai acheté un billet pour la ville où François habitait. Pendant le voyage en train, j'ai regardé par la fenêtre en voyant le paysage changer et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment libre. Je laissais derrière moi une famille ingrate, mais je récupérais quelque chose de beaucoup plus précieux, ma dignité. Quand le train est parti, je n'ai pas regardé en arrière, il n'y avait rien à voir. Mon avenir était sur la route devant moi, pas dans les ruines que je laissais derrière. Le voyage en train a duré presque 6 heures, et pendant tout ce temps, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. À chaque kilomètre qui nous éloignait de la ville, je sentais comme si je laissais derrière moi non seulement une maison, mais des décennies de poids sur les épaules. François m'attendait à la gare avec ce sourire affectueux que je connaissais depuis l'enfance. « Henri, comme tu m'as manqué, mon frère. Tu es plus maigre, il ne prenait pas bien soin de toi. » « Maintenant, je vais prendre soin de moi-même, » ai-je répondu, sentant pour la première fois depuis longtemps que j'avais quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. La maison de François était petite, mais accueillante. Il était devenu veuf il y a 2 ans et vivait seul depuis. « Cette chambre était celle d'Antoine, » a-t-il dit en me montrant une petite chambre au fond de la maison. « J'ai tout arrangé pour toi. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. En fait, tu peux rester pour toujours. » La maison était très silencieuse, sans personne avec qui parler. Pendant les 2 premiers jours, je n'ai pas allumé mon téléphone. J'avais besoin de paix pour organiser mes pensées et décider quel serait mon prochain pas. François a respecté mon silence et a juste pris soin de moi, comme un grand frère le fait.
Il m'a apporté du thé à la camomille quand il a remarqué que j'étais tendu, m'a fait mon plat préféré, m'a laissé pleurer sur son épaule quand la nostalgie des petits-enfants s'est fait sentir. Samedi après-midi, exactement le jour où j'étais censé quitter ma maison, j'ai allumé mon téléphone. 43 appels manqués, 27 messages WhatsApp, tous de numéros connus. Julien, Marc, même Lucas avaient essayé de m'appeler. J'ai décidé d'écouter juste un message vocal, le plus récent, qui était de Julien. « Papa, par pitié, réponds au téléphone. Il s'est passé quelque chose de terrible. Madame Dupont était furieuse et a tout annulé. Marc a dû s'humilier en demandant pardon à cet acheteur intéressé. Et pire, l'électricité a été coupée ce matin parce que la facture était en retard. On ne savait pas qu'il fallait aussi transférer le prélèvement automatique. S'il te plaît, papa, tu dois revenir. » J'ai éteint le téléphone et je l'ai mis en mode silencieux. François, qui était assis avec moi sur la véranda, a demandé « Des problèmes ?»« Non », ai-je répondu en prenant une gorgée du café qu'il avait préparé. « Des conséquences. » Dimanche, j'ai décidé d'appeler Madame Lefebvre, mon ancienne voisine, pour savoir comment allaient les choses. « Henri, mon Dieu, quelle agitation est devenue votre maison. Hier matin, ils ont coupé l'électricité, et l'après-midi, les gens de la compagnie d'eau sont venus. Marc était à la porte en train de crier avec les employés de la compagnie d'électricité, disant que c'était un malentendu. Et Madame Dupont? Ah, celle-là est partie de là comme une furie vendredi. Je l'ai entendue crier qu'elle avait été trompée, qu'elle ne voulait plus jamais voir la tête de ces menteurs. Julien pleurait à la porte, essayant d'expliquer, mais la vieille n'a même pas voulu écouter. Et les enfants? Lucas est révolté, blâmant tout le monde sauf lui-même. Mais Emma, la pauvre, elle m'a demandé si je savais où tu étais. Elle a dit qu'elle s'ennuyait de tes conversations. Mon cœur s'est serré en entendant parler d'Emma. De tous, elle était la seule qui ne m'avait jamais maltraité, la seule qui semblait vraiment mal à l'aise avec la cruauté de la famille. Madame Lefebvre, si elle demande à nouveau, vous pouvez dire que je vais bien et que je ne l'ai pas oublié. Je le ferai, mon cher, et Henri, tu as fait ce qu'il fallait. Cette famille avait besoin d'apprendre une leçon. Lundi, j'ai finalement répondu à un appel de Julien. Sa voix était désespérée. « Papa, où es-tu? On est désespéré ici. »« Je vais bien, Julien, dans un endroit sûr. »« Tu dois revenir. Tout est en confusion. Toutes les factures sont en retard. On n'a pas réussi à transférer les prélèvements automatiques parce que les entreprises exigent ta présence personnelle. » Intéressant. Et qu'avez-vous fait pendant toutes ces années quand je m'occupais de ces choses? Papa, s'il te plaît, on ne savait pas que c'était si compliqué. Vous ne saviez pas parce que vous ne vous êtes jamais intéressé à savoir. C'était toujours plus facile de me laisser m'inquiéter de tout. Mais maintenant, on veut apprendre. Tu peux revenir et nous enseigner. J'ai ri mais sans joie. Julien, vous vouliez l'indépendance. Maintenant, vous avez l'indépendance. Papa, on s'est trompé, on le reconnaît. Mais s'il te plaît, reviens à la maison. Une maison, c'est où on est traité avec respect et affection. Vous avez été très clair que ce n'était plus ma maison. Tu es vengeur? Je ne suis pas vengeur, je suis cohérent. Vous avez pris une décision sur ma vie. Maintenant, j'ai pris une décision sur ma vie. Marc a pris le téléphone des mains de Julien. « Monsieur Henri, arrêtons ces bêtises. Vous devez revenir et signer les papiers pour le transfert des comptes. » Je n'ai rien à faire, Marc, et surtout, je n'ai rien à faire de ce que vous m'ordonnez. Mais la situation est insoutenable ici. Sans électricité, sans eau. Alors résolvez. Vous êtes des adultes, vous avez fait des études, vous êtes intelligents. C'est du moins ce que vous disiez quand vous planifiez de m'expulser. Vous êtes puéril. Je suis propriétaire de ma propre vie pour la première fois depuis des décennies. J'ai raccroché et je suis resté à observer le jardin de François. Il cultivait des roses jaunes qui exhalaient un parfum merveilleux. Quelle différence d'environnement! Là, j'étais reçu avec affection. Mon opinion était écoutée, ma présence était désirée. Pendant la semaine, les appels ont continué,
tous avec le même ton désespéré, tous essayant de me convaincre de revenir pour résoudre la situation. Mais j'avais appris une leçon importante. Quand les gens ne vous appellent que quand ils ont besoin de quelque chose, ils ne vous appellent pas vraiment. Mercredi, Madame Lefebvre m'a appelé à nouveau avec des nouvelles. « Henri, tu dois entendre ce qui s'est passé. Marc a dû emprunter de l'argent à son patron pour réussir à payer le rétablissement de l'électricité. Et Julien travaille le soir dans un hypermarché pour essayer de payer les factures en retard. » « Comment ça, travailler le soir ?» Il a trouvé un emploi à mi-temps dans un hypermarché du centre commercial. Il part de la maison à 18h et ne revient qu'à minuit. Lucas se plaint qu'il doit s'occuper d'Emma tout seul. C'était ironique. Julien faisait maintenant exactement ce que j'avais fait pendant des années. Travailler dans 2 emplois pour réussir à maintenir la maison. La différence, c'est que je le faisais avec amour pour donner un meilleur avenir à mon fils. Il le faisait par obligation pour payer les conséquences de ses propres choix. Et il y a plus, a continué Madame Lefebvre. Emma est venue ici hier me demander si j'avais ton numéro de téléphone. Elle a dit qu'elle voulait parler avec son grand-père. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que tu allais bien, mais que je ne pouvais pas donner ton numéro sans ton autorisation. Elle était triste, mais elle a compris. Cette nuit-là, j'ai parlé avec François de la possibilité d'appeler Emma. Henri, cette fille n'est pas responsable des choix de ses parents. Si tu sens que tu peux parler avec elle sans te faire du mal, pourquoi pas? Jeudi après-midi, j'ai appelé le numéro de mon ancienne maison. Emma a répondu à la 2e sonnerie. Allô? Emma, c'est Papy. Papy, que c'est bon d'entendre ta voix. Tu me manquais. Où es-tu? Je suis dans un endroit sûr, ma chérie. Je vais bien. Tu vas revenir? La question m'a pris au dépourvu. Comment expliquer à une enfant de 14 ans que parfois les gens qu'on aime nous font tellement de mal qu'on doit s'éloigner pour se protéger? Emma, tu sais quand tu joues avec quelqu'un et que cette personne commence à jouer d'une façon qui te fait mal. Oui, qu'est-ce que tu fais? J'arrête de jouer avec elle. Exactement. Parfois, les adultes aussi font des choses qui font mal, et quand ça arrive, on doit s'éloigner pour ne plus se faire mal. Mais papy, je ne t'ai pas fait de mal. Je sais, ma chérie, et je n'oublierai jamais que tu as été la seule à être de mon côté tout le temps. J'ai dit à maman que vous étiez très méchant avec toi. Elle a dit que je ne comprenais pas les choses d'adultes. Non, tu comprends plus que tu ne l'imagines, Emma. Tu comprends le respect, l'affection, la justice. Ce sont les choses les plus importantes. Je peux venir te rendre visite? La question m'a ému, mais je savais que ce serait impossible. Pas pour le moment, ma chérie. Mais je te promets qu'un jour on se reverra. Tu promets? Je promets. Quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais d'une émotion complexe qui mélangeait la douleur et le soulagement. La douleur de devoir m'éloigner de la seule petite fille qui m'aimait vraiment. Le soulagement de savoir qu'au moins une personne de cette famille avait appris quelque chose de toute cette situation. Le week-end, Marc a appelé à nouveau. Cette fois, le ton était différent, moins agressif, plus suppliant. « Monsieur Henri, je voulais m'excuser. On s'est vraiment trompé. » « De quoi vous êtes-vous trompé, Marc? » De mal vous traiter, de ne pas valoriser tout ce que vous avez toujours fait pour nous. Et qu'est-ce qui a changé pour que vous réalisiez ça? Silence de l'autre côté. Puis, on n'imaginait pas que c'était si difficile de maintenir une maison sans aide. Vous n'imaginiez pas parce qu'en 40 ans, vous ne vous êtes jamais inquiété de savoir. Vous avez raison, mais maintenant on a appris la leçon. Vous pouvez revenir? Revenir, Marc? Vous allez me traiter comme le roi de la maison que vous vouliez prendre? Vous allez faire semblant de me respecter jusqu'à la prochaine occasion de me jeter? Vous êtes injuste. Injuste, c'était la façon dont vous m'avez traité. Injuste, c'était de planifier de m'expulser de ma propre maison. Injuste, c'était de m'appeler du bazar, du vieux, un clochard. Plus de silence. Puis,
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rien. Je veux que vous appreniez à vivre vos propres vies sans compter sur mon argent, mon aide ou ma maison. Mais la maison est à vous. Vous devez revenir pour en prendre soin. La maison est bien entretenue. Elle reste à moi. Elle est protégée par la loi et vous ne pouvez rien faire avec elle sans mon autorisation. C'est ce qui compte. Et nous? Qu'est-ce qui va devenir de nous? Vous allez apprendre à être les adultes indépendants que vous avez toujours dit que vous étiez. Dans la 2e semaine, les appels ont diminué. Madame Lefebvre m'a dit que la famille avait finalement réussi à transférer certains comptes et à rétablir les services de base. Julien continuait à travailler le soir. Marc faisait des heures supplémentaires. Lucas avait été obligé d'annuler plusieurs activités extrascolaires parce qu'il n'y avait plus d'argent pour les payer. « Et vous savez quoi ?» a dit Madame Lefebvre. « Je pense qu'ils apprennent quelques leçons importantes. » Quel genre de leçons? Lucas a dû apprendre à cuisiner parce qu'il n'y a plus personne pour faire à manger quand il rentre de l'école. Marc a découvert comme c'est difficile de maintenir une maison en fonctionnement. Et Julien, Julien découvre ce que vous ressentiez quand vous travailliez dans 3 emplois. C'était exactement ce que j'espérais. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais qu'ils comprennent la valeur de ce qu'ils avaient perdu quand ils avaient décidé de me jeter. 1 mois après mon départ, j'ai reçu une lettre. C'était d'Emma, écrite à la main avec cette belle écriture que j'avais aidé à enseigner. « Cher papy, j'écris cette lettre parce que je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu es parti. La maison n'est plus la même. Tout le monde est toujours nerveux et fatigué. Papa pleure beaucoup, surtout quand il pense que personne ne le voit. Marc se plaint tout le temps que la vie est devenue difficile. Lucas est en colère parce qu'il doit t'aider à la maison. Mais j'ai appris quelque chose. Maintenant, je sais combien tu faisais pour nous. Avant, je pensais que les choses arrivaient toutes seules. La nourriture apparaissait sur la table, les factures se payaient toutes seules, la maison se nettoyait toute seule. Maintenant, je sais que c'était toi qui faisais tout ça et que personne ne te remerciait. Je voulais m'excuser pour ma famille et dire que je t'aime beaucoup. Un jour, je veux être comme toi, fort et digne. Avec amour, ta petite fille, Emma. Quand j'ai fini de lire la lettre, j'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de fierté. Au moins une personne de cette famille avait compris la leçon. Au moins Emma saurait, quand elle grandirait, comment traiter les gens avec respect et gratitude. 2 semaines plus tard, Julien a appelé une dernière fois. Sa voix était différente, plus mûre, moins exigeante. « Papa, je ne vais plus te demander de revenir. Non, j'ai compris que tu dois être où tu es heureux et respecté. Je voulais juste te dire que j'ai appris des choses, ces 2 mois. Quelles choses? J'ai appris comme c'est difficile de travailler pour maintenir une maison. J'ai appris comme c'est fatigant de tout faire seul. Et j'ai appris que tu as toujours été beaucoup plus fort que je ne l'imaginais. » C'était la première fois que Julien me parlait sans rien exiger, sans essayer de me manipuler, sans utiliser du chantage émotionnel. « Julien, j'ai toujours su que tu étais capable d'apprendre et de grandir. Tu devais juste être mis dans la bonne situation. Tu me pardonnes? Je t'ai toujours pardonné, mon fils. Pardonner est différent d'accepter d'être maltraité. Tu es heureux là-bas? » J'ai regardé autour de la maison accueillante de François. J'ai senti l'odeur des roses jaunes qui entraient par la fenêtre. J'ai entendu mon frère chanter en cuisinant notre déjeuner. Oui, Julien. Pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment heureux. Après cette conversation, les appels se sont arrêtés. Pas par colère ou ressentiment, mais parce que finalement, tous avaient compris que chacun devait construire sa propre vie. Moi, à 67 ans, j'avais finalement appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir son propre bonheur. Aujourd'hui, cela fait 6 mois que j'ai quitté ma maison et que je suis venu habiter chez mon frère François. Je me suis réveillé aujourd'hui à 5h30 du matin, comme je le fais tous les jours, mais plus par le poids des préoccupations ou par la fatigue qui m'a accompagné pendant des décennies.
Je me suis réveillé parce que mon corps a finalement trouvé un rythme naturel, sain, qui n'a pas besoin d'être forcé par les exigences de personnes qui ne me valorisaient pas. Notre routine est simple et tranquille. À 6 heures, François et moi prenons le petit déjeuner ensemble à la petite table de la cuisine, mais accueillante. Nous parlons des rêves de la nuit, nous planifions ce que nous allons cuisiner pour le déjeuner, nous commentons les nouvelles du journal local que nous achetons à la boulangerie du coin. Après le petit déjeuner, nous nous occupons du potager à l'arrière de la maison. Il a planté des tomates et des poivrons. J'ai apporté des plants de coriandre et de persil. C'est incroyable, comme la terre répond quand elle est soignée avec affection et patience. Pendant la matinée, chacun se consacre à ses activités personnelles. François aime faire du crochet, en écoutant de la musique d'accordéon à la petite radio du salon. J'ai découvert que j'aimais écrire, pas seulement dans mon journal, mais de petites histoires sur les gens que je connais, sur les souvenirs de l'enfance, sur les leçons que la vie m'a enseignées. Je n'avais jamais imaginé qu'à 67 ans, je découvrirais un talent caché. L'après-midi, nous regardons nos séries ensemble sur le canapé du salon, commentant les péripéties des personnages comme s'ils étaient des personnes réelles. François dit toujours que ma présence a apporté une nouvelle vie à sa maison, qu'il se sentait très seul depuis qu'il était devenu veuf. Et je réponds toujours qu'il m'a sauvé quand j'avais le plus besoin d'un endroit sûr pour reconstruire ma dignité. Le soir, notre activité préférée est de nous asseoir sur la véranda et de parler de la vie. Nous parlons de notre enfance à la campagne, de nos parents déjà décédés, des erreurs et des réussites que nous avons commises au cours des années. C'est drôle comme la paix peut être trouvée dans les choses les plus simples quand on arrête d'accepter un traitement qu'on ne mérite pas. François a une sagesse tranquille qui me réconforte. L'autre jour, quand j'étais un peu mélancolique, en me souvenant de mes petits-enfants, il m'a dit « Henri, le vrai amour n'exige pas qu'on se diminue pour rentrer dans la vie des autres. S'il t'aimait vraiment, il n'aurait jamais pensé à t'expulser. » Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours. La semaine dernière, Madame Lefebvre m'a appelé pour raconter les nouvelles de mon ancien quartier. Elle a dit que Julien était venu chez elle, demandant si elle savait où j'habitais, si j'avais laissé un message, un signe que je pourrais revenir. « Qu'est-ce que tu as répondu ?» ai-je demandé, curieux. « J'ai dit que ta mère a pris soin de toi toute ta vie, Julien. Maintenant, il prend soin de lui-même. » Et j'ai dit plus, que tu étais rayonnant dans notre dernière conversation, plus heureux que je ne te voyais depuis des années. Madame Lefebvre m'a aussi raconté que la maison continue avec la peinture qui s'écaille sur les murs extérieurs, que le jardin que je soignais avec tant d'affection est abandonné, plein de mauvaises herbes poussant entre les roses. Ils ne savent pas prendre soin des choses comme tu le faisais, a-t-elle observé. La maison semble avoir perdu son âme. J'ai appris que Julien continue à travailler dans les 2 services, le matin dans l'ancien emploi, le soir, dans l'hypermarché. Marc a trouvé un 2e emploi le week-end, vendant des produits de nettoyage de porte en porte. Lucas a dû annuler le cours d'anglais et les cours de danse, parce qu'il n'y a plus d'argent supplémentaire pour ses activités. Et Emma ? Emma continue à être la fille sensée qu'elle a toujours été. Maintenant, elle aide plus à la maison, et prend soin d'elle-même avec une maturité qui me rend fier et triste en même temps. Quand Madame Lefebvre a fini de raconter les nouvelles, je n'ai ressenti ni colère ni joie de leur situation. J'ai ressenti juste une tranquillité profonde, comme si j'avais fermé un cycle qui devait être fermé. C'était comme si j'avais finalement réussi à mettre chaque chose à sa place, eux apprenant à valoriser ce qu'ils avaient toujours eu, et moi apprenant à me valoriser après des décennies, à me mettre au second plan. Hier après-midi, alors que j'arrosais les plants de basilic que j'avais plantés dans le potager, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je connaissais très bien, le téléphone de mon ancienne maison. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, imaginant qui serait de l'autre côté. Julien voulant essayer une fois de plus de me convaincre de revenir. Marc avec une nouvelle stratégie de persuasion.
Lucas réalisant finalement qu'il avait perdu un grand-père qu'il aimait inconditionnellement. Pendant quelques secondes, j'ai pensé à répondre. Une partie de moi ressentait encore de la curiosité sur comment il gérait la nouvelle réalité. Mais alors, j'ai réalisé que ça n'avait plus d'importance. Ils avaient fait leur choix quand ils avaient décidé que j'étais jetable. J'avais fait le mien quand j'avais choisi de préserver ma dignité. J'ai simplement éteint le téléphone et je l'ai mis en silencieux. Puis je suis allé au potager et j'ai planté des graines de tournesol, des fleurs qui suivent toujours le soleil, qui regardent toujours devant, jamais derrière. Pendant que je creusais de petits trous dans la terre et que je mettais chaque graine avec soin, j'ai pensé à l'homme que j'étais avant. Toujours disponible, toujours sacrifiant, mettant toujours les autres en premier, même quand cela signifiait me diminuer. Et j'ai pensé à l'homme que je suis aujourd'hui, quelqu'un qui a appris qu'aimer ne signifie pas accepter d'être maltraité. Quelqu'un qui a découvert que prendre soin de la famille n'exige pas qu'on accepte d'être traité comme un domestique. Quelqu'un qui a finalement compris que le respect n'est pas une faveur qu'on demande, c'est un droit qu'on exige. Il y a des jours où je ressens une pointe de nostalgie, pas de la vie que j'avais là-bas. De ça, je ne regrette rien. Je ressens de la nostalgie, de l'idée de ce que cette famille aurait pu être s'ils avaient appris à me valoriser pendant que j'étais encore disposé à essayer. Je ressens de la nostalgie des bons moments que nous avons eus dans le passé. Quand Julien était encore capable de montrer de la gratitude, quand les petits-enfants me cherchaient pour parler, quand je croyais que je construisais des relations basées sur l'amour mutuel. Mais ces nostalgies passent vite. Il me suffit de regarder autour de moi et de voir la vie que j'ai construite ici pour me rappeler que j'ai fait le bon choix. Dans la maison de François, mes opinions sont écoutées et respectées. Quand je suggère un plat différent pour le déjeuner, il est enthousiasmé par l'idée. Quand je raconte une histoire de mon passé, il écoute avec un intérêt sincère. Quand j'ai besoin d'un moment seul pour écrire ou pour penser, il comprend et respecte mon espace. C'est ça que signifie être traité comme une personne, pas comme une fonction. La semaine dernière, François m'a fait une proposition. « Henri, et si on faisait un petit voyage pour découvrir cette ville historique qu'ils montrent à la télévision ? On pourrait rester 3 jours, visiter les vieilles églises, acheter de l'artisanat local. » L'idée m'a enthousiasmé. Cela faisait des années que je ne voyageais pas pour le plaisir, seulement par nécessité. Quand j'habitais avec Julien, n'importe quel argent supplémentaire qui apparaissait était automatiquement dirigé vers les besoins de la famille. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de l'utiliser pour mon propre loisir. « François, tu penses que j'ai l'âge pour me promener comme un touriste ?» Il a ri. « Mon frère, tu as 67 ans, pas 97. Et même si tu avais 97 ans, si tu avais envie de voyager, je t'emmènerais en fauteuil roulant s'il le fallait. » Sa réponse m'a fait réaliser comment j'avais intériorisé l'idée que ma vie était finie, que mes désirs et mes rêves n'avaient plus d'importance. Pendant tant d'années à être juste père, juste grand-père, juste pourvoyeur, j'avais oublié que j'étais aussi Henri, un homme avec des envies propres, avec le droit à des expériences agréables, avec des rêves encore à réaliser. Nous avons commencé à planifier notre petite aventure. Nous avons mis de l'argent de côté pendant 1 mois. J'ai utilisé une partie des économies de l'épargne que Julien n'a jamais su qui existait. Nous avons acheté un guide de la région, nous avons recherché des auberges accueillantes, nous avons fait une liste des endroits que nous voulions connaître. C'était la première fois en décennies que je me permettais d'utiliser mon argent pour quelque chose qui était purement pour mon bonheur. Le voyage était merveilleux. Nous avons visité des musées, des églises coloniales, nous avons mangé des spécialités locales, nous avons acheté des souvenirs pour nous-mêmes. Dans une des auberges où nous sommes restés, il y avait d'autres couples de personnes âgées qui voyageaient et j'ai découvert comme c'est agréable de parler avec des gens qui sont aussi dans la phase de redécouvrir les plaisirs simples de la vie.
Une dame appelée Geneviève, qui voyageait avec sa sœur comme nous, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La meilleure phase de la vie d'un homme, c'est quand il arrête de vivre pour plaire aux autres et commence à vivre pour se plaire à lui-même. Nous sommes revenus du voyage renouvelé et avec plusieurs histoires à raconter. François a dit qu'il ne m'avait pas vu aussi animé depuis longtemps, et j'ai réalisé que je commençais à découvrir qui était Henri, quand je n'avais pas besoin d'être le père parfait, le pourvoyeur infatigable, l'homme qui résout tous les problèmes de la famille. Il y a 2 mois, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était d'un cabinet d'avocats de ma ville natale. Pendant un moment, mon cœur s'est emballé, pensant que ça pourrait être une tentative légale de Julien et Marc pour obtenir l'accès à la maison. Mais quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que c'était quelque chose de complètement différent. C'était à propos du terrain que j'avais hérité de ma mère en Provence. Une entreprise était intéressée pour acheter la propriété afin de construire une résidence. L'offre était substantielle, 500 000 €. Plus d'argent que je n'avais jamais imaginé avoir dans ma vie. J'ai montré la lettre à François, qui était enthousiasmé. « Henri, avec cet argent, tu peux faire tout ce que tu veux. » J'ai pensé pendant des semaines à ce qu'il fallait faire. Je pourrais acheter une maison ici, dans la ville de François, et enfin avoir mon propre espace à nouveau. Je pourrais voyager dans le monde entier. Je pourrais faire 1000 choses que je ne me suis jamais permis de rêver. Mais alors j'ai réalisé que la décision la plus importante n'était pas ce qu'il fallait faire avec l'argent. C'était de reconnaître que pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir de choix total sur mon avenir. Je n'avais besoin de consulter personne. Je n'avais pas besoin de considérer les besoins d'autres personnes. Je n'avais pas besoin de me justifier auprès de qui que ce soit. C'était une sensation de liberté que je n'avais jamais expérimentée. Hier après-midi, j'organisais mes écrits quand j'ai trouvé la première entrée que j'avais faite dans mon journal après être arrivé ici. Elle disait « Je ne sais pas ce qui va devenir de moi maintenant. Je sais juste que je ne pouvais plus accepter d'être traité comme un fardeau dans ma propre maison. » J'ai comparé avec ce que j'ai écrit hier. Aujourd'hui, je me suis réveillé en sachant exactement qui je suis et ce que je mérite. Je suis un homme qui a travaillé toute sa vie avec dignité, qui a élevé un fils du mieux qu'il a pu, qui n'a jamais abandonné, même quand tout semblait difficile. Je mérite le respect, l'affection et la paix. Et j'ai finalement trouvé tout ça. La transformation est évidente même pour moi. François commente toujours comment ma posture a changé, comment ma voix est devenue plus ferme, comment mon regard a gagné une lumière qu'il ne voyait pas depuis des années. « Tu ressembles à notre père », a-t-il dit l'autre jour. Lui aussi était comme ça, fort, déterminé. Il connaissait sa propre valeur. Peut-être que c'est ça qui arrive quand on arrête finalement d'essayer de s'adapter à la vie des autres et qu'on commence à construire sa propre vie. Peut-être que c'est ça que signifie vieillir avec dignité, ne pas accepter moins que ce qu'on mérite juste parce qu'on a peur de rester seul. Hier soir, François et moi étions assis sur la véranda en train de parler quand il a fait une observation qui m'a marqué. « Henri, tu as sauvé cette famille. » « Comment ça, mon frère ? Ils étaient en train de devenir de mauvaises personnes, égoïstes, sans gratitude. Si tu avais continué à accepter le manque de respect, ils seraient devenus encore pires. En partant, tu les as obligés à grandir, à apprendre, à devenir de meilleures personnes. » Je n'avais jamais pensé de cette façon. Je m'étais toujours demandé si j'avais été trop dur, si j'aurais dû essayer une fois de plus, si un père devait tout pardonner. Mais François avait raison. Parfois, le plus grand acte d'amour qu'on peut faire pour quelqu'un est de lui montrer que ses actions ont des conséquences. Emma continue à m'écrire des lettres tous les 2 mois. Ces mots montrent une fille qui devient une jeune femme réfléchie et mature. Dans la dernière lettre, elle a écrit « Papy, maintenant je comprends pourquoi tu es parti. Parfois, on doit perdre quelque chose d'important pour apprendre à valoriser. J'ai appris. Et quand je serai adulte, je me souviendrai toujours de traiter les gens avec le respect qu'ils méritent. » Ces mots m'ont donné la certitude que ma décision était juste.
Si au moins Emma a appris la leçon, si au moins elle a grandi comme personne à cause de ce qui s'est passé, alors ça valait la peine de toute la souffrance. Parfois, quand j'arrose mes plantes ou que je prépare une nouvelle recette, je surprends mes pensées allant vers la maison où j'ai vécu pendant 40 ans. Mais ce n'est plus avec de la tristesse ou du regret, c'est avec une gratitude sereine d'avoir eu le courage de partir quand je devais partir. Parce que parfois, le plus grand recommencement est le silence qu'on choisit de garder. Le silence qui n'est pas abandon, mais dignité. Le silence qui n'est pas froideur, mais autopréservation. Le silence qui enseigne plus que 1000 mots ne pourraient enseigner. Et dans mon silence, j'ai finalement trouvé ma voie. Nous sommes curieux de savoir jusqu'où cette histoire est arrivée. D'où regardez-vous les conseils de papy? Laissez un commentaire en nous disant votre ville et votre pays. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de la chambre confortable que François m'a donnée, je vois un cerisier en fleurs dans le jardin. Il me rappelle celui que j'avais planté dans ma maison de Belleville, mais avec une différence importante. Ce cerisier-là, je le regarde avec paix dans le cœur, sans le poids de la trahison et de l'ingratitude. J'ai appris que la dignité n'a pas de prix. Qu'un lit simple dans une maison où on est respecté vaut 1000 fois plus qu'une grande maison où on est traité comme un fardeau. Que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans la façon dont on est traité par ceux qui nous entourent. François entre dans la chambre avec 2 tasses de café fumant. Henri, j'ai pensé qu'on pourrait planifier notre prochain voyage. Qu'est-ce que tu dirais de la Bretagne? J'ai toujours voulu voir les falaises d'Étretat. Je souris et prends la tasse qu'il m'offre. La Bretagne me semble parfait, mon frère. Et c'est dans ces moments simples, un café partagé, un voyage planifié, une conversation tranquille, que je réalise que j'ai finalement trouvé ce que je cherchais toute ma vie. Un endroit où je peux être simplement Henri, sans avoir à me diminuer pour que les autres se sentent plus grands. La maison de Belleville reste là, avec ses murs qui se souviennent de 40 ans de travail et de sacrifice. Elle reste juridiquement à moi, protégée par la loi que j'ai eu la sagesse de créer il y a des décennies. Mais elle n'est plus mon foyer. Mon foyer est maintenant ici, dans cette petite maison en Provence, où chaque matin je me réveille, sachant que je suis valorisé, respecté et aimé. Et si un jour mes petits-enfants veulent vraiment me connaître, s'ils ont vraiment appris les leçons que la vie a essayé de leur enseigner, ils sauront où me trouver. Pas dans une grande maison remplie de souvenirs amers, mais ici, dans ce lieu simple où j'ai reconstruit ma vie et retrouvé ma dignité. Parce qu'au final, la vie m'a appris que ce n'est pas la taille de la maison qui compte, mais la taille du respect qu'on y reçoit. Et ici, dans la maison de François, je suis traité comme un roi. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous qu'Henri a pris la bonne décision? Aujourd'hui, je plante des graines de tournesol dans le jardin de François, des fleurs qui suivent toujours la lumière. Et moi aussi, à 67 ans, j'ai finalement appris à suivre ma propre lumière, loin des ombres de ceux qui ne savaient pas me valoriser. Ma nouvelle vie ne vient que de commencer, et pour la première fois en décennies, j'ai hâte de voir ce que demain apportera. Merci d'avoir regardé cette histoire sur Les Conseils de Papy. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour choisir sa dignité. À la prochaine. Nothing special in this one. Nothing in the other one really either. Oh. Oh Jesus! One of them hung themselves. All right. Yikes. Oh my God! What? Oh, right. I thought of what the fuck? Oh my fucking God! Yikes.
shit, that's brutal. Ah, damn. Can't open that. Did it last good few minutes? It was shooting up. Fuck. I'm just going for all the rooms at the moment. I want to explore everything. This one, look. This one's like, you seen that it was stuck? Hmm? Yeah, it's stuck. You can't get in. Might be able to get in for this side. Oh my god, there's another person in this bathroom. What? Shooting up as well? Yeah, fuck it, huh? Oh, collectible in this room. Hmm. Fucking brutal. There's a hole in this elevator that we can go up as well. Yeah, they're going out on their own terms. But still, fucking crazy. Where's the elevator? This way. Oh, nice. Key card first, babe. Oh, well. I don't think I had it. Ah, I get it. Deceitful 9, of course. 107 is the last room. Deceitful 9, of course. There's a zombie in the other one, I can see it. I had a feeling it would be 209. It's like, there's no way. What? Holy shit, what the fuck? A big box. Yeah. Get this to the hotel room. This was Rice's room. Hmm. He must have set up shop here when the epidemic first began. Did you go back down? You know what's crazy? I don't remember doing any of this. Yeah. Like, I did this twice and I didn't remember. What the fuck? I met Camden. He was very excited to see Zara's samples. If they don't add this grapple to Dying Light 2, I'm going to riot. There's an ambulance here. I'm just opening it. Get a medkit. Yeah, I did get a gun. Oh, Rise's gun! Holy shit, it does some damage. What the fuck? Oh shit, sure. Jesus. Kind of brutal. I mean, that would be fun, and we know they don't want you to have fun. Yeah. True.